Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce hors-série de 28 minutes qui s'inscrit dans une semaine exceptionnelle où nous allons remettre les événements de 2018 en perspective. Ce soir, 24 décembre, réveillons l'écologie. Réveillons-la pour ne pas laisser à nos enfants un monde réchauffé de plus de 2 degrés. Pour en parler, une militante ardente, Claire Nouvian, fondatrice de l'ONG Bloom pour la protection des océans et de la pêche artisanale et depuis 1 mois et demi, cofondatrice du mouvement Place Publique aux côtés du philosophe Raphaël Glucksmann. Elle commentera les témoignages et les débats qui se sont tenus dans 28 minutes cette année. Paysans, climatologues, ingénieurs, comment s'engagent-ils pour la planète ? Faut-il changer notre modèle de course à la croissance dans un monde fini, aux ressources limitées ? La transition écologique doit-elle être contraignante ? À la fin de ce hors-série avec Claire Nouvian, après À la loupe de Mathieu Conquet, vous retrouverez évidemment messieurs Mauduit et Saltiel qui passeront eux aussi l'année 2018 au tamis. Bonsoir messieurs, de quoi parlerez-vous ce soir ? Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Écoutez-moi, ce qui m'a marqué cette année, c'est l'histoire d'un grand patron qui a terminé en prison. Et oui, Carlos Ghosn, vous savez, Renault, Nissan, c'est fini ça. Non, cette splendeur et cette misère m'a rappelé Honoré de Balzac, chez qui l'argent est quelque chose d'important, vous verrez. Et vous François ? Eh bien, portrait d'un photographe qui a marqué l'année, un photographe planétaire qui cette année est passé des petits villages français avec Agnès Varda aux grandes routes américaines contre Donald Trump, un artiste engagé qui tient en 2 lettres JR. Bien sûr, à tout à l'heure les amis. Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Anne-Rose Enchère, directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Bonsoir Claire Nouvian. Bonsoir. On est ravis d'entamer cette semaine de hors-série avec vous. Vous nous aviez marqué quand vous avez rencontré ici la première fois. Et puis vous avez marqué l'année d'une certaine façon. On va voir comment dans un instant. Mais d'abord 24 décembre, réveillon végétarien. En tout cas, sans foie gras. Oui. Ouais, désolée. Mais comment désolée ? Non, j'ai lu sur la souffrance animale et j'ai pas réussi. Donc je sais que c'est pas. Il y a quand même une filière économique derrière et que certains traitent bien leurs bêtes, mais ne sachant pas vraiment différencier. Un élevage qui est peut-être un peu trop dur et poussif sur les animaux. J'ai décidé de m'abstenir. Et sans poisson. Alors, sans saumon, c'est sûr, et sans saumon d'élevage. On va arrêter là. Je fais la guerre au saumon d'élevage, c'est une catastrophe environnementale. Ce n'est même pas bon, il faut qu'on se désaccoutume de ces goûts qui sont devenus habituels depuis très peu de temps, finalement, depuis une vingtaine d'années. Alors, on va évoquer cette année, l'écologie, cette année 2018, qui est quand même une année cruciale, et une année charnière à plusieurs égards, mais d'abord la mise au point d'Amira Souelem. Et on vous retrouve juste après. Le compte à rebours est enclenché. Dans leur rapport 2018, les experts climat du GIEC sonnent l'alarme. Il suffit maintenant que la température moyenne du globe monte encore d'1,5 degré pour que les conséquences sur l'environnement deviennent irréversibles. Sécheresse débouchant sur des famines de grande ampleur, désertification galopante ou encore ouragans redoublant d'intensité. Pour éviter cette catastrophe, le GIEC préconise une véritable révolution. Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré requiert des changements d'une ampleur sans précédent. Cela nécessite aussi des changements de comportement et une hausse significative des investissements dans les options à faible émission de carbone. Mais les pouvoirs publics sont-ils prêts à assumer des changements aussi radicaux ? Emblématique ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot n'y croit plus et jette l'éponge en direct cet été. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Cette décision, paradoxalement, remobilise l'opinion. En témoignent ces marches pour le climat organisées dans toute la France. Les 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Mais au moment de passer à l'action, les choses se compliquent. Quand le gouvernement applique une taxe sur les carburants pour dissuader les Français d'utiliser leur voiture, le pays s'embrase. Comme les bonnets rouges il y a 5 ans, les gilets jaunes refusent de payer le prix de la transition écologique. On s'en sort plus. On a des petits salaires et on travaille comme des forcenés. Et à un moment donné, c'est stop. On vit plus, on fait de la survie en ce moment. Le gouvernement semble aujourd'hui pris en étau entre 2 composantes de la société, celle qui le presse d'agir pour l'environnement et celle qui crie son désarroi face au prix à payer. Et la question de l'énergie nucléaire n'est guère plus simple. Pour diminuer les risques d'accidents, il faudrait commencer à fermer des centrales vieillissantes. Mais ce serait se priver d'une énergie qui ne produit pas de CO2. Alors face à ces contradictions, quel choix doit faire le pays et ses gouvernants ? Comment rendre la transition écologique
acceptable pour tous. Claire Nouvion, on a vu ces images qui nous ont beaucoup impressionnés de Nicolas Hulot qui démissionnait en direct. À la radio, le 30 août, vous lui avez adressé une lettre sur le site d'un news magazine, un l'Obs, je crois, où vous lui avez dit « Merci d'avoir craqué ». Qu'est-ce que ça veut dire, merci d'avoir craqué ? Eh bien, il disait « Je ne veux plus me mentir », mais je disais en fait « Merci de ne plus nous mentir non plus », puisqu'il a fait le choix, qui pour moi reste assez inexpliqué, de rejoindre le candidat Macron, qui était quand même avant ça ministre, qui, en tant que ministre, avait soutenu des grands projets climатicides, écocides, comme mais la qui semblait montagne d'or. convaincant pendant sa campagne électorale, par ailleurs. Oui, mais sur la base d'abord d'une absence de programme, vous avez remarqué, qui permettait un flou, en effet, un écran de fumée. Et je pense que ce moment de Nicolas qui quitte le gouvernement, c'est un moment de clarification dont on a tous eu besoin, parce qu'on a passé, entre le moment de l'élection d'Emmanuel Macron et le moment de la démission de Nicolas Hulot, les écologistes, les gens qui sont engagés sur le terrain, on a passé un moment vraiment dur, en fait, de désespoir. Et on a même perdu toute attente, en fait. On a bien vu qu'on avait un gouvernement qui était très fort à produire des discours et des annonces. La com, comme vous disiez. Vraiment beaucoup de com. Et on a appelé les Français à regarder les résultats concrets, à regarder les résultats des lois, les votes. Mais est-ce que ça va mieux sans Nicolas Hulot ? Est-ce que la France, l'écologie vont mieux non, sans Nicolas Hulot au gouvernement? Non, mais il était impuissant de toute façon. Il a dénoncé au moment de son départ l'entrisme des lobbies, mais c'est au-delà de l'entrisme en fait, c'est une forme de consanguinité des lobbies industriels qui sont en fait partie prenante maintenant de ce personnel politique qui est en déconnexion avec nos inquiétudes, nos préoccupations et le long terme. Donc bien sûr qu'on est sur une trajectoire en fait, on est sur une trajectoire de collision avec la nature, mais aussi une trajectoire de collision entre les différentes humanités qui s'expriment. Ou les différentes temporalités, c'est-à-dire le court terme politique-politicienne et le long terme de la fameuse maison qui brûle qu'évoquait déjà il y a 30 ans Jacques Chirac. C'est compatible ou pas l'écologie au sein d'un gouvernement ? Est-ce compatible ? Mais pourquoi ça ne le serait pas en fait ? Puisque ça veut simplement dire que donc, les personnels politiques au sens large n'acceptent pas de remplir leur mission, la mission pour laquelle ils sont élus. Ils sont quand même élus pour représenter l'intérêt général. L'intérêt général, il est clair pourtant. Et en plus, leur mission est claire. Leur code de déontologie est parfaitement clair. Et donc, en fait, on a accepté une forme d'érosion de la parole publique et de la confiance qu'on pouvait faire aux élus ou au gouvernement ou à tous les cabinets. C'est ça qui n'est pas acceptable. C'est peut-être à nous de questionner pourquoi on accepte même que le personnel politique soit en fait dans la trahison jour après jour, de sa mission première, nous défendre et défendre notre santé et notre long terme. Pour vous, il y a eu dans l'histoire récente, même en France, des présidents ou des ministres qui ont été plus impactés qu'aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est un constat quand même d'échec des 30 dernières années là-dessus ? Alors je vais vous dire, ça va vous paraître vraiment surprenant, mais allez-y. Les 2 premières années du mandat de Nicolas Sarkozy, qui donc ne juge et ne préjuge pas de ce qui s'est passé par la suite, hein, on est bien d'accord. Les 2 premières années, il avait quand même donné beaucoup de pouvoir à Jean-Louis Borloo en tant que ministre de l'écologie, qui avait quand même un ministère très large. Et Jean-Louis Borloo avait sa méthode, et une méthode qui est assez pragmatique, et il nous disait « préparez-moi les ballons pour que je puisse tirer des buts ». Donc en gros, faites en sorte que l'opinion publique soit derrière vous, orchestrez tout ça, mais il y avait au moins la possibilité d'un arbitrage interministériel entre les écologistes, le grand public, les citoyens qui disent « mais on meurt de cancer, on meurt de la pollution de l'air, on veut que vous nous protégiez » et les industriels qui disent « mais nous, toujours, l'emploi, l'emploi, l'emploi ». Et en fait, il y avait toujours des arbitrages possibles et on est allé assez loin avec le Grenelle de l'environnement. En fait, le Grenelle de la mer aussi. Claire Nouvion, il y a un tout petit peu plus d'1 an, je crois que c'était en novembre 2017, il y a eu un appel de 15 000 scientifiques du monde entier. Un appel tragique. Hein. Est-ce que ça a changé votre vie ? Ça vous a encore plus, je crois, incité à vous engager, cet appel de 15 000 scientifiques à propos du réchauffement climatique et de ce moment crucial dans lequel on se trouve ? Pour moi, en fait, merci de rappeler l'existence de cet appel. Parce que vous savez, les appels, il y en a tous les jours. Et en fait, les textes sont toujours très beaux et ils nous sont porteurs d'espoir. Mais cet appel-là, 15 000 chercheurs, 15 000 chercheurs qui se coordonnent, déjà la coordination, pour dire ensemble, tout craque, tous les écosystèmes, les perspectives climatiques, la biodiversité, les océans. Technique et pragmatique. Et donc la justice sociale. Et vous vous souvenez de cet appel qui dit on va vers une forme d'apocalypse et en même temps qui nous dit mais et forcément ça va être des misères humaines aggravées. Ça,
C'est ça, la réalité qu'on a du mal à se représenter dans notre petit cerveau, parce qu'on a des petits cerveaux. C'est ça notre piège. Sauf vous, Claire. Mais non, j'ai un tout petit cerveau, comme tout le monde. Et j'ai du mal à me représenter. Vous savez la raison pour laquelle moi, je me représente cette catastrophe ? C'est que année après année, c'est tous les jours des couches et des couches de connaissances que je rajoute. Mais du jour au lendemain, on n'est même pas capable d'y croire à ce scénario cataclysmique. Alors, que pouvons-nous faire, nous, à l'échelle citoyenne ? On va en parler avec vous. Est-ce que nous survivrons à l'élévation de 7 mètres du niveau des mers si le Groenland fondait d'ici 2100 ? Sur Terre, comment restaurer des sols épuisés par les intrants chimiques ? Des avantages écologiques, spirituels et même économiques de la permaculture. Bref, comment pouvons-nous agir à notre échelle ? On en parle avec vous, Claire Nouvian, après un résumé justement des interventions de nos témoins à ce sujet sur ce plateau cette année. Jean Jouzel, les 2 années qui viennent sont-elles les plus importantes pour l'humanité ? Oui, c'est ce qu'a rappelé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il nous faudra diminuer nos émissions, les diviser par 2 entre 2020 et 2030. On voit bien la transformation de notre monde qu'il faudra mettre en œuvre. Au rythme actuel, sans réduction massive des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, la température augmentera de 1,5 degré d'ici 2100. Alors Jean Jouzel, quels impacts selon que la température augmente d'1,5 degré ou de 2 degrés ? Bien sûr, il y a une différence entre un monde à 1,5 degré et un monde à 2 degrés. En fait, sur quoi ? Eh bien, par exemple, sur les extrêmes climatiques qui deviennent plus intenses, plus fréquents. Par exemple, l'élévation du niveau de la mer, 10 cm de plus, c'est pas négligeable, ça touche 10 millions d'habitants. C'est vrai pour la biodiversité qui risque d'être mise à mal si on dépasse 2 degrés. Donc, il y a toutes les raisons, effectivement, de rester en deçà de... Jean Jouzel, quand vous dites d'être mise à mal, c'est un euphémisme. Si on dépasse 2 degrés, 99% des masses coralliennes disparaissent. Exactement. Et la banquise d'été du pôle Nord fond une fois tous les 10 ans. Oui. Contre une fois tous les 100 ans autrement, et une des façons de préserver les récifs coralliens, c'est effectivement de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et c'est aussi le problème d'élévation du niveau de la mer à long terme. Si on dépasse les 2 degrés, il y a un risque à long terme de fonte du Groenland, et ça, 7 mètres d'élévation du niveau de la mer, et c'est aujourd'hui que nous en décidons. Bon, alors, 20 ans pour changer le monde, c'est très optimiste, puisque d'aucuns disent 60% des sols sont morts, tout va à la catastrophe, 6e extinction dans 5 ans ou 10 ans. Hélène Le Thénault, ça veut dire qu'il faut changer de modèle agricole ? Oui, il faut urgemment changer de modèle agricole. Et comment on fait pour changer de modèle agricole quand on voit l'agro-industrie, sa rapacité, les agro-industriels, mais en tout cas son avidité, son besoin de gagner de l'argent? Comment fait-on pour les convaincre? On essaye d'embarquer tous les acteurs représentatifs de l'agriculture et de l'agrochimie, tous. Voilà. Il y a à l'intérieur de ces organisations aussi des jeunes agriculteurs qui veulent changer. Aujourd'hui, 70% des jeunes agriculteurs veulent s'installer en bio. Voilà, c'est quand même totalement On ne fou. les aide pas assez. Et on ne les aide pas assez. Donc nous, Ferme d'Avenir, on essaye de les appuyer, de les épauler avec du financement participatif, avec des formations, du savoir-faire et des projets collectifs sur les territoires. Donc c'est précisément ça qui nous anime. Pourquoi veulent-ils changer des agriculteurs? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont compris que ça ne marchait plus? Alors déjà, ça ne marche plus sur leurs exploitations et c'est montré dans le film. Vincent Louot nous dit, j'ai beau épandre des tombereaux de produits chimiques, ça ne marche plus. Ça pousse plus. Ça pousse plus. Il y a des produits qui sont, des parasites qui sont résistants, il y a des choses qu'on n'arrive plus à traiter. Donc ça n'est plus rentable. L'agrochimie n'est plus rentable. Vous dites qu'il y a beaucoup de sols qui sont fichus. On peut les récupérer. Combien de temps faut-il pour les rendre à nouveau fertiles? Alors, il faut beaucoup de temps pour leur rendre un état stable et intéressant pour une agriculture non chimique. Une fois que les sols sont complètement compactés, il faut des centaines d'années pour se détasser, pour que les racines puissent plonger. Par contre, rendre de la vie organique au sol, ça c'est plus rapide. Et il y a aujourd'hui plein d'innovations d'ailleurs en la matière. Par exemple des substrats à base de champignons. L'usage des champignons et des bactéries. Restaurer la vie bactérienne des sols, super important. On pense qu'il faut réinvestir dans le capital naturel, dans le capital humain, et ça, c'est des choses qui ont des retours à long terme. Et aussi la formation. Et aussi la formation et la transmission. Évidemment, la moitié des agriculteurs partent à la retraite d'ici 2025. Il va falloir renouveler la population d'agriculteurs. Si jamais on continue à ne montrer déjà qu'une image de l'agriculteur, comme on la connaît avec des bonnets rouges ou à balancer du fumier devant les préfectures, on ne va pas convaincre grand monde. Si en plus, on continue de comprendre qu'ils gagnent 350 € par mois, il n'y a pas énormément de gens qui vont être motivés. La conjoncture est complètement défavorable, il y a une distorsion de concurrence et il faut rétablir ça, il faut travailler un peu sur le modèle économique. J'aime bien ce concept de paysanne parce que ce mot de paysage, oui, c'est ceux qui façonnent le paysage. Et on a un peu oublié que quand on produit des légumes, quand on produit quelque chose qui va se manger, on produit aussi de la beauté, on produit des paysages et on préserve les paysages et donc l'environnement. Comment expliqueriez-vous à Claude Askolovitch ou à quelqu'un qui n'a jamais vu de crottin de cheval ou un lombric ce qu'est la permaculture? C'est une boîte à outils.
C'est un système conceptuel, en fait, qui vous permet de créer un système au cœur duquel on va retrouver l'humain et qui va être économiquement viable, environnementalement durable et socialement équitable, en tout cas qui va prendre soin de l'humain. Et quand on a dit ça, on a pu parler aussi bien d'un hôpital, d'une école, d'une entreprise que d'une ferme. On n'a toujours pas parlé d'agriculture ici. Alors, où intervient l'agriculture ? Eh bien voilà, les concepteurs de la permaculture qu'on a vus, là, Bill Mollison et David Holmgren, eux se sont beaucoup intéressés à la production alimentaire parce que bien sûr, ils sont dans un contexte de demain, en gros, le pétrole sera tellement rare et tellement cher, tellement inabordable qu'il faudra se nourrir sans cette énergie. Donc, ils se sont bien évidemment intéressés au fait de produire de la nourriture. Et c'est là que tous les principes de la permaculture ont été plaqués sur la production alimentaire. On a dit, regardez, les écosystèmes, eux, ils sont productifs. Il n'y a pas besoin d'aller faire 10 000 trucs, ça produit dans la nature. Donc faisons dans nos exploitations agricoles... dans les petites exploitations, même les plus petites, comme la vôtre. Surtout les plus petites, parce que plus on est plus petit, plus on est efficace. Rapportons ce que la nature nous a enseigné dans un système qui, lui, va être productif et nourrir les hommes et la planète. Perrine Hervé-Gruyer, vous vous êtes dit, on peut être autosuffisant, mais ça n'est pas suffisant. Nourrissons les autres. Complètement. Et ce nourrissons les autres fait de vous maintenant une entreprise viable, une ferme viable. Mais c'est exactement ça. Et l'idée ne venait pas de bien loin. Elle venait des maraîchers parisiens au 19e siècle, qui exploitaient des tout petits lopins de terre et qui, sur de tout petites surfaces, étaient extrêmement productifs, extrêmement efficaces. Donc on s'est dit, on va modéliser, on va isoler 1000 m² sur la ferme et tout calculer sur ces 1000 m². Combien de temps on passe, quel type de travail on fait, combien on produit, combien on récolte, combien on vend. Et notre hypothèse de départ, c'était de se dire, sur 1000 m², 1000 m² de production, attention, sur 1000 m² de production, en maraîchage, petite surface, très diversifiée, uniquement à la main, on est vraiment dans du post-pétrole, eh bien on peut vivre. C'est de quoi inspirer des vocations. Mais est-ce que vous pensez que vous nous sauvez ? Non, aujourd'hui, je ne suis plus dans le fantasme de sauver le monde, mais je pense que ce qu'on fait est très important et surtout, ce qui est important, c'est que plein de jeunes nous suivent. On a été un peu les grands-parents du mouvement, on est un peu les vieillards, nous, maintenant. On a été initiateurs du truc, mais aujourd'hui, il y a énormément de jeunes et c'est ça qui est intéressant. Et alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ces jeunes, ce sont des gens qui, comme nous, ne sont pas issus du milieu rural. Ah oui, votre mari était marin, en effet. Et moi j'étais juriste. Et vous, juriste. Mais aussi des gens qui sont du milieu agricole et qui viennent se dire, c'est quoi cette histoire de permaculture ? Nous, on ne pratique pas comme ça. Ça marche. Ça nous encourage. Il y a des gens, vous en parlez, qui vivent mieux avec moins, qui recyclent, qui font du circuit court, de l'économie solidaire. Et vous dites point de salut sans décroissance. Est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'on sera de toute façon tous décroissants, volontaires ou contraints et forcés ? Tout le monde, on n'arrête pas de nous seriner à longueur de journée qu'on va dans le mur, qu'il faut arrêter de consommer à ce point-là, etc. etc. La frugalité. La frugalité, le circuit court, c'est exactement ce qu'eux font toute la journée. Ils vont jusqu'à élever des abeilles, avoir leur ferme. Donc c'est étonnant de voir qu'aux portes de nos villes, il y a des gens qui ont raison et qu'on les montre pas plus que ça. En fait. Pour citer un auteur, un scientifique qui s'appelle Pierre Jouventin, qui a écrit un bouquin que je vous conseille qui s'appelle « L'homme, cet animal raté », et qui simplement il constate que notre cerveau n'a pas bougé depuis 100 000 ans et que notre cerveau est fait pour des petits groupes de 50 à partir du moment... chasseurs-cueilleurs. Oui, voilà, mais à partir du moment où on dépasse ce stade en termes de nombre, on ne fait que des conneries, que des systèmes débiles, que ce soit le capitalisme ou le communisme, ça va trop loin et on n'arrive pas à mesurer les conséquences de nos actes. Alors quand on reste un petit groupe, on arrive justement à compenser, quand on sent qu'on est en train de faire une bêtise, on peut compenser d'une façon ou d'une autre. Ils sont épatants. Claire Nouvian, vous étiez emballée quand on a vu Perrine Hervé-Gruyer de la ferme du Bec-et-Luing qui prouvait, et qui prouve depuis des années, avec d'ailleurs la caution de l'INRA, qu'on peut faire de la permaculture avec des sols qui sont sains et être productifs, donc rentables économiquement. Oui, c'est vraiment très important parce que ce qu'ils ont fait au Bec-et-Luing, c'est la démonstration, et c'est celle dont on avait besoin, qu'on peut faire du bien à l'homme et à la nature, sortir d'un cycle de dépendance du pétrole et de la chimie et être rentable. Et finalement, ils font pas tout ça parce que ce sont des grands philanthropes rentiers du monde de la finance. Non, en fait, ils vivent grâce à leur métier et on peut changer entièrement notre modèle. Et on avait besoin de cette démonstration. C'est une démonstration sur le long cours qu'ils ont faite. Et moi, je leur sais gré de ça parce qu'ils ont réussi à donc changer nos représentations mentales de ce que peut être l'agriculture, tout en gardant à l'esprit qu'aujourd'hui, la plupart des éleveurs sont piégés dans un système par l'endettement. Le système, en effet, de l'agriculture chimique,
qui est une agriculture qui a été financée par la PAC, la politique agricole commune. Ce sont des subventions, des milliards de subventions, c'est le plus gros budget européen, qui alimentent un système de monoculture intensive et qui est en effet dépendante de cette mécanisation extrême et donc d'un endettement et donc des semenciers. Et c'est toute une chaîne en fait qu'il faut déconstruire. Et ça, il faut être conscient. Avec toute la bonne volonté des agriculteurs et des éleveurs, on n'y arrivera pas du jour au lendemain. Donc on a besoin d'avoir un cap radical, une ambition radicale, mais des modalités. Des aides financières. Mais commencer par les subventions. Mais oui, le bio n'a pas de subvention, guerre. le bio n'a pas assez de subventions, Évidemment. entre autres. Et ils ont même, le gouvernement Macron a coupé les aides à l'agriculture bio. Mais au-delà de ça, il y a même un problème européen. C'est-à-dire qu'il faudrait donc éco-conditionnaliser l'ensemble des aides européennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que toutes les aides, les fonds structurels qui sont envoyés aux États par le biais de cette décision bruxelloise, devraient toutes répondre à des exigences écologiques face à ce péril qui est décrit de multiples façons dans vos reportages. Ouais. En fait, on met tout bout à bout, mais vous vous rendez compte de la perspective. Et en fait, on pourrait vivre dans un monde bien plus heureux, où on pourrait préserver notre santé, la santé de l'environnement, ne pas avoir peur pour nos enfants, etc. Mais il faut passer par le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est l'argent et s'assurer qu'on arrête ces incitations financières toxiques, perverses, qui nous enferment dans des modèles. Anne. En voyant le climatologue Jean Jouzel en début de sujet, vous nous avez dit il vous a confié quelque chose en coulisses. C'était quoi? Non, mais on intervenait au Festival des idées du Monde, et en coulisses, il me disait, avec la sortie du rapport du GIEC, il me disait voilà, le GIEC essaye autre chose maintenant. On a parlé un peu sur tous les tons. On a dit attention catastrophe, attention long terme, alors on essaye maintenant quelque chose de plus court terme, etc. Il me dit en fait les climatologues, on a tout essayé. On a essayé tous les tons, on a essayé de dire tous les scénarios, on ne sait plus comment se faire entendre. Le problème est politique, il n'est que politique. Eh bien justement, on va en parler après l'action citoyenne, par exemple incarnée par Perrine Hervé Gruyer. Quelle action politique avec l'arrivée au pouvoir de climato-sceptiques ou climato-négationnistes type Trump et Bolsonaro? 2018 est-elle d'une certaine façon l'année de la régression de l'engagement politique pour le climat? Et à l'échelle française, comment l'État peut-il répartir avec équité l'effort écologique? La panacée serait-elle un ISF vert, par exemple? On en parle avec vous, Claire Nouvian, après un résumé des débats sur ce sujet dans 28 minutes. Quand on parle de crise écologique, on a toujours cette idée qu'il y a réversibilité, qu'on pourra revenir à l'état antérieur. Sur le dérèglement climatique, on ne va pas rebaisser les températures. L'objectif, c'est de modérer l'emballement climatique. De limiter. Sur la biodiversité, quand le patron du Muséum d'histoire naturelle parle d'anéantissement biologique, Bruno David, il est évident que le retour à la situation antérieure est impossible. En revanche, il y a des solutions. Il y a des solutions sur la biodiversité, il y a des solutions sur le climat. Et la bonne nouvelle, c'est que ces solutions ne sont pas une contrainte. C'est que ces solutions ne sont pas prendre des douches froides dans le noir l'hiver. C'est sur la biodiversité, c'est plus de paysans dans nos campagnes, sur les énergies renouvelables, c'est plus d'entreprises dans nos zones rurales. Donc c'est la bonne nouvelle. Alors, Lucille Schmitt, est-ce que c'est compatible le libéralisme et la protection de l'environnement ? Actuellement, c'est incompatible parce que tout simplement, on a une organisation mondiale du commerce qui ne pose pas, qui n'a jamais inclus vraiment les préoccupations environnementales dans sa doctrine, parce que la doctrine du libre-échange reste la doctrine principale lorsqu'il s'agit d'organiser les échanges, et que la question de la santé des consommateurs, la question des cancers qui tiendront au fait de manger des aliments qui sont des aliments frelatés, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, n'est pas porté suffisamment par les chefs d'État. L'écologie est une vision d'avenir et non pas simplement une question sectorielle. Guillaume Sainteny, est-ce que pour sortir de la crise écologique et pour sauver l'humanité, il faut sortir du capitalisme? Dans les années 70, il y avait une chose qui était très présente dans la critique écologiste, qui était l'interrogation sur les besoins. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qu'on nous propose? Est-ce qu'il n'y a pas des choses superflues, le luxe, etc. Bon. Et aujourd'hui, ce qui me frappe beaucoup, c'est que la critique écologiste est toujours là, mais cette interrogation sur les besoins a disparu. On ne se pose plus tellement la question de l'autonomitation des besoins. À quel moment on va arrêter de se payer de mots, de faire croire
les gouvernements qui sont en train de changer les choses à COP21, or ils ne pratiquent pas les bonnes politiques, et nous on en parle sur un plateau, mais il n'y a pas de demande de politique environnementale dans les élections. C'est vrai, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, je pense tout à fait, comme c'était dit tout à l'heure. En revanche, je pense qu'il y a toujours une assez faible culture de la façon dont les choses sont reliées entre elles, c'est-à-dire les gens n'ont pas forcément conscience de ce qu'il faudrait changer, et du lien, par exemple, entre la politique énergétique et le climat aujourd'hui, la politique agricole, etc. Donc ça manque. Je prends un exemple très simple, l'histoire des limitations de vitesse à 80 km/h. J'ai constaté autour de moi que même des gens qui travaillent dans des parcs naturels régionaux, et donc qui sont des ruraux, et que donc qui circulent beaucoup en voiture, étaient contre cette mesure. Parce qu'ils ont dit, mais nous, dans la vie quotidienne, donc ce sont des gens très sensibles à l'environnement, mais eux, dans leur vie quotidienne et leur vie professionnelle, ça les bride. Ils ne perçoivent pas forcément le lien directement. François-Marie Bréon, les dérèglements climatiques, les catastrophes environnementales vont-elles aider, accélérer, pas seulement la prise de conscience, mais la prise effective de nouvelles politiques ? La prise de nouvelles politiques passe par une prise de conscience, je pense. Je pense que la prise de conscience est là. La question, c'est de savoir quand on va décider que le climat, c'est vraiment la priorité. Parce que même après l'été 2003, qui avait été quand même un choc dans l'opinion, si vous posiez la question aux gens, vous avez le choix, soit vous arrêtez votre voiture et il n'y aura plus d'été 2003, soit vous continuez avec votre voiture, mais vous aurez un été 2003 tous les 10 ans. Mais les gens, ils continuent avec leur voiture. Vous êtes climatologue, vous faites partie de ceux qui nous avertissent. Ce que vous venez de nous dire, comment faites-vous pour le dire sans être totalement désespéré ? Parfois, on sent un désespoir chez Nicolas Hulot. J'aimerais savoir comment vous vivez ça. Vous savez ce qui est en train de se passer et vous en parlez presque légèrement en disant « ouais, les gens ne sont pas d'accord ». Je le vis pas bien. Effectivement, pour moi, je suis inquiet. Je ne vois pas de bonne solution. Je ne vois pas de solution confortable, quoi. Effectivement, donc typiquement, quand je dis peut-être qu'il faudrait arrêter les libertés individuelles, c'est pas de gaieté de cœur que je dis des choses comme ça. C'est parce que à la fin, je me dis mais peut-être que c'est la moins mauvaise des solutions. C'est-à-dire que si on laisse la liberté individuelle à tout le monde, les gens ne vont pas d'eux-mêmes arrêter d'aller en vacances à l'autre bout du monde parce que c'est vachement bien d'aller à l'autre bout du monde en avion. Et pourtant, c'est une vraie catastrophe pour le climat. Revenons aux solutions, à une écologie qui serait plus incitative que punitive. Mais là, en l'occurrence, ça serait quand même assez punitif parce que beaucoup évoquent un modèle économique qui serait plutôt du côté de la décroissance, Sylvie Brunel. Qu'en pensez-vous ? Alors moi, je pense... Ou la croissance moindre. La décroissance, c'est un discours de gens qui ont déjà et qui peuvent penser à la sobriété, à la frugalité. Ce que je respecte, on n'a pas à être dans le toujours plus, etc. Mais souvenons-nous quand même que sur Terre, il y a encore 3 milliards de personnes qui n'ont rien et qui aspirent à entrer dans une certaine forme, non pas de croissance, mais de développement. Sauf que le développement, pour eux, passe par la croissance. C'est très important de ne pas priver d'autres personnes de ce dont nous avons bénéficié, nous, simplement de leur donner accès à l'innovation, à la technologie, ce qui leur permet de ne pas faire les erreurs que nous avons commises. Aujourd'hui, on chiffre en gros le coût de la transition énergétique, plus globalement écologique en France, à, selon les calculs, entre 45 et 75 milliards d'euros chaque année. C'est entre 2 et 3% du PIB français. C'est pas grand-chose. Mais il faut quand même que l'État français le fasse. Le public a son rôle à jouer et pour ça, on a besoin d'un État stratège qui travaille pour le long terme et pour l'intérêt général. Un chiffre ? Bien sûr, le chiffre du jour. 2 pour le prix d'un aujourd'hui, Elisabeth. 32 millions de voitures particulières en circulation dans l'Hexagone en ce moment, dont 60% qui roulent au diesel. Donc comment on fait pour se sortir de la voiture avec diesel avec ces chiffres-là ? Est-ce qu'il faut en passer par exemple, l'interdiction des voitures ? Est-ce que c'est quelque chose, dans certains endroits, bien sûr, est-ce que c'est quelque chose de possible ou de souhaitable même ? Il y a une multitude de pistes en réalité. Il y a un élément qui est très important, c'est de proposer des alternatives à la voiture individuelle, notamment dans les grands centres urbains, parce que c'est là que se concentrent les problèmes de qualité de l'air, avec plus de force en quelque sorte. Donc sur les transports publics, ce sont souvent des investissements qui sont extrêmement lourds, mais c'est des transports publics en commun, mais ça peut être aussi des solutions alternatives comme le vélo. Il faut quand même rappeler que sur ces 10 dernières années, il y a eu quand même une accélération de cette mobilité alternative, ce qui fait que l'utilisation de la voiture individuelle, le kilométrage annuel parcouru par chaque voiture a un petit peu baissé. Il n'a pas baissé dans les trajets interurbain, mais dans le intra-urbain. C'est-à-dire qu'on fait moins de kilomètres pour aller travailler parce qu'il y a une offre alternative. Est-ce que la panacée est la voiture électrique ou est-ce que c'est une sorte de leurre à cause de dégâts environnementaux liés à la voiture électrique précisément ? Alors oui, c'est un déplacement du problème de mon point de vue. Ça ne changera pas nos mentalités. Si on continue à avoir des moyens de déplacement qu'on considère comme propres, alors qu'il faut quand même produire l'énergie pour les faire avancer, on déplace le problème et on ne réfléchit pas à notre manière de nous déplacer, à notre manière de partager les modes de transport, à notre manière de ne pas les posséder. Mais comment est-ce qu'on rend les citoyens plus responsables quand on voit par exemple qu'ils ne sont pas très disciplinés, quand on leur interdit de prendre leur voiture, etc.
Ils la prennent quand même. Mais alors, il faut quand même pas oublier que la voiture, c'est difficile de s'en passer parce que ça incarne la liberté. C'est quand même la voiture qui a permis aux gens de sortir de chez eux, de découvrir du pays, d'aller chercher du travail là où il leur était interdit d'aller. La voiture, c'est quand même une forme de liberté. En fait, on est toujours à la recherche de la solution. Comme on est toujours à la recherche du sauveur suprême, tel ministre ou tel héros qui va nous sauver. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas une solution. Il y a toutes les révolutions technologiques qui sont en train de se passer sous nos yeux et qu'on sous-estime parfois. Le monde automobile connaît aujourd'hui des transformations comme il n'a jamais connu depuis un siècle, peut-être depuis sa création. Tout est en train de changer. Claire Nouvian, tout se cristallise autour de l'automobile et ça vous... Qu'est-ce que ça suscite en vous? La voiture, c'est la liberté, oui, mais c'était avant les 30 Glorieuses, c'est ça? Oui, en fait, c'est surtout le symbole de calcification d'un modèle, le modèle du pétrole abondant, pas cher. Et tout notre modèle de développement s'est fait sur la base de cette ressource fossile, abondante et pas chère. Et donc, on a installé, loin des villes, des énormes centres commerciaux, on a mis des services publics, on les a dématés déjà, et ensuite on les a mis de plus en plus loin, etc. Et en fait, on se rend compte que finalement, dans ce contexte-là, ça marchait, mais sauf que la ressource, non seulement n'est pas abondante, et en plus, on a un petit problème avec le climat. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire là, c'est changer, muter complètement, profondément notre modèle de société, notre mobilité, notre rapport à la ville, notre rapport à la ruralité. Ça ne va pas se faire comme ça. Non. Donc, et ça va se faire. Et moi, ce qui me désole... Et ça va se faire de manière... par incitation ou de façon coercitive? Mais en fait, ça va être surtout, je pense, un problème de méthode. C'est-à-dire qu'à mon avis, il va falloir qu'on pose un cadre large, d'un débat large, en disant... Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on est maintenant piégé, tous autant qu'on est piégé dans un piège climatique, dans un piège biodiversité, parlons-en de la biodiversité, et dans un piège social. En fait, on voit bien que ces inégalités ne font que s'accroître avec notre modèle global économique. Donc en fait, c'est simple, il faut prendre notre copie, on la remet complètement à plat et on fait une révolution copernicienne. Ça se fait par le biais d'un constat et d'un débat. Et à partir du moment où on a un large débat sur ce qu'on veut comme modèle de société, qui nous rendra sans doute beaucoup plus heureux tel qu'on est et plus dans le lien plutôt qu'attaché au bien, ça alors inclut on peut quoi? décider. Ça inclut la décroissance ou la post-croissance, plus de liens, moins de consommation? Plus de liens, c'est sûr. Vous êtes totalement idéaliste? Non, en fait... Vous êtes désespéré, donc idéaliste? Au contraire, je pense que je suis plutôt réaliste. On a besoin de changer. C'est une mutation profonde de la société qu'il faut opérer. Mais il n'empêche qu'il y a du court terme à faire. Mais le long terme, c'est aller vers un modèle de société qui va plus nous faire croire qu'on va être heureux à se gaver, de se gaver déjà de nourriture, parce qu'on est quand même dans une surconsommation qui est complètement débile, et en plus dans une surconsommation d'objets complètement inutiles. Donc c'est revenir sur du lien. Vous voulez dire que nous sommes en état d'addiction et que d'une certaine manière, le libéralisme, avec l'urgence écologique, ça n'est plus compatible? Alors ça, enfin, en tout cas, le libéralisme et le modèle libéral. Le libéralisme économique a été un modèle dans lequel on a donné de plus en plus de droits aux multinationales de détruire non seulement la planète, mais aussi l'humain. Et on a internationalisé non pas le mieux-être, non pas l'État-providence, mais la précarisation du travail, mais l'abaissement des normes, mais notre modèle qui nous enferme en fait dans un modèle de société qui ne nous convient pas, non seulement collectivement, mais en plus psychiquement, individuellement. On voit bien que ça décroche. Regardez la situation de l'hôpital psychiatrique en France, regardez l'impact que ça a, cette injustice fiscale globale. Et Macron est juste une goutte qui fait déborder le vase. Mais l'injustice fiscale, l'impact que ça a sur nos services publics. Comment financer la transition écologique? Alors ça, un ISF vert, la ponction, on commence par manière une chasse, de traiter l'évasion fiscale. Une chasse aux sorcières à l'évasion fiscale. Ça marche pas très bien. Hein. Mais ça marche très bien quand on veut. Regardez, la loi fraude fiscale qui est passée à l'Assemblée en septembre. On a quand même mis à jour notre liste noire des paradis fiscaux. Une liste française. On peut le faire au niveau français. Et alors c'est marrant, on a oublié de mettre le Luxembourg, les Pays-Bas, Mais vous savez bien que c'est un vote de tous les pays européens? Non, c'est une liste française. Vote unanimement. Non, c'est une liste française. Il faut bien commencer. C'est un rapport de force politique, l'Union européenne. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain en disant tiens, les institutions sont complexes et il y a un déficit démocratique. Quand on a envie d'aller quelque part politiquement, on pèse des tonnes et on obtient des choses très concrètes. Rien
Rien ne peut être un obstacle devant la route de Claire Nouvian et de son ONG Bloom. On n'a plus le temps d'évoquer la pêche électrique, ce sera la prochaine fois. Vous reviendrez dans l'émission au cours de l'année 2019. Merci Claire Nouvian d'être venue évoquer cette année et cette urgence écologique. Ce hors-série continue sans vous, mais avec messieurs Mauduit et Saltiel qui revisitaient aussi des moments et des événements marquants de 2018. La stupéfiante chute de Carlos Ghosn, le mirifique redresseur de Nissan qui est tombé pour malversation et soupçon de fraude fiscale, une sorte de symbole du lucre et de l'écart aussi des rémunérations patrons-salariés. Et puis on parlera du triomphe de JR, le photographe français qui aura fait entrer la rue au musée. Mais d'abord, à la loupe, Mathieu Conquet décompose les tubes qui nous trottent dans la tête ce soir, c'est Enya. À l'automne 1988, il y a 30 ans déjà, une chanteuse irlandaise, Enya, réalisait un hit avec un véritable mirage sonore, une chanson venue de nulle part, Orinoco Flow. Une chanson qui parle de voyage en bateau, et notamment de l'Orénoque, le grand fleuve qui traverse le Venezuela et la Colombie. Sans ressembler à aucune autre chanson d'alors, Orinoco Flow obtiendra 2 Grammy Awards et restera 3 semaines au sommet des charts anglais. Et ce qui fit sans doute son succès tient dans le son très singulier des cordes. Ce que vous entendez, c'est un pizzicato New Age, une corde pincée obtenue grâce au synthétiseur D50 de Roland. Un instrument révolutionnaire alors, très prisé de Jean-Michel Jarre, Indochine ou François Feldman. Maintenant que deviennent les valses deviennent. Mais revenons à Enya et à son Orinoco Flow. Ce qui frappa aussi beaucoup dans le monde francophone, c'est le sens du refrain. Contrairement aux apparences, Enya ne chante pas « C'est Noël, mais « Sail Away ». C'est ce qu'on appelle un effet mirage, l'illusion d'entendre autre chose que ce qui est dit. Sur Internet, il existe des centaines d'exemples. Hallucination encore avec le groupe de hard rock Scorpion. Pour conclure, d'après Boris Vian, un tube, c'est long et c'est creux. Alors moralité, dans un tube, chacun entend ce qu'il veut. Mais Mathieu Conquet est un génie, c'est une révélation absolue. Bonjour. Alors, un effet mirage, Maudit Maudit, ça le miel. Bon, Xavier Maudit, alors, Maudit, pardon. Le grand patron est passé par la case. Bah oui, évidemment, c'était au mois de novembre. Coup de tonnerre dans un monde de bagnoles, Carlos Ghosn, arrêté au Japon. Et vous avez eu envie de nous rappeler Balzac. Balzac, Splendeur et misère les misères de des banquiers chez Balzac. Bon, en l'occurrence, en août 1844, Honoré de Balzac fait paraître Splendeurs et misères des courtisanes. Ah, quel roman! Un roman dans lequel il évoque, comme ça au détour d'une page, les grandes figures qui ont fait la gloire du commerce par les siècles passés. Il parle de Jacques Coeur, des Médicis, des grands armateurs. Et il dit que leur fortune colossale a été loyalement conquise. Ce sont ces mots. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ont pris des risques pour aller à l'autre bout du monde chercher des denrées précieuses. Et à ces rois du commerce, Balzac oppose ceux de son temps. Il écrit en 1844, je vous le rappelle, c'est-à-dire sous la monarchie de Juillet, quand le roi Louis-Philippe ouvre les portes du pouvoir à la bourgeoisie d'affaires. La France entre dans la révolution industrielle, dans le capitalisme. Et pour Balzac, puisque le monde est désormais connu, on parlerait aujourd'hui de mondialisation si vous voulez, il dit qu'il y a maintenant 2 moyens de faire fortune. Soit le hasard d'une découverte, soit, et attention ce sont ces mots, le vol légal. Paf, pour lui, tout ça, c'est perfidie. Perversion. Il dit, je cite, on vend du sel falsifié pour échapper au fisc. Eh oui, déjà, parce que la puissance de l'argent est au cœur de la comédie humaine. C'est l'argent qui fixe les possibles dans la société, c'est l'argent qui règle les rapports entre les individus et c'est lui qui
pousse les hommes à la perfidie, à l'avarice, à tout ça, à l'horreur, et qui cause aussi leur chute. Alors vous dire quand même que Splendeurs et misères des courtisanes fait suite à un autre roman qui s'appelle Les Illusions perdues. Voilà. Et tout est dit. Ouais, oui, mais la comédie humaine, c'est ça, c'est une histoire d'argent, une histoire de soif de splendeur et d'illusions perdues. Alors attention, parler d'argent parfois est sublime, c'est le cas avec Balzac, ça peut l'être aussi avec Ginette Garcin. Peut-être que vous trouverez cela quelque peu immoral de ne trouver de l'intérêt qu'à ceux qui ont un capital. Mais moi j'aime l'argent qui résout, je l'avoue, toujours tous les problèmes urgents. Quel swing, Ginette! Il est formidable, hein. Et c'est qui le type dans le fauteuil? On ne le voit pas, il est de dos. Ah, très mystérieux. Alors, un photographe aux initiales mondialement connu. Oui. JR. L'homme de l'année pour vous? C'est en tout cas un photographe au succès planétaire. Cette année, en ce moment même, la Maison européenne de la photographie à Paris lui consacre une exposition. Et puis, si vous prenez le métro parisien, c'est un peu difficile de passer à côté de ces portraits XXL, 26 regards intenses qui contemplent le ballet des voyageurs qui tombent bien souvent dans l'indifférence de l'autre, des regards qui nous matent, qui nous interpellent, avec justement ces collages grand format qui font la marque de fabrique de JR. Et pour lui, d'ailleurs, tout a commencé presque dans le métro, puisque à 17 ans, il tombe comme ça par hasard sur un appareil photo d'un touriste abandonné sur le quai d'un RER. Cette trouvaille est un déclic, il le garde et va commencer à prendre en photo ses amis graffeurs. Et il va donc faire des collages, des tirages qu'il va afficher dans la rue, puisqu'à ce moment-là, c'est la seule galerie d'art qui va bien vouloir de lui. Et puis en 2004, juste avant les émeutes de 2005, il va photographier tous les habitants de la cité des Bosquets à Montfermeil. Son objectif est bien mettre en lumière ceux qui sont dans l'angle mort de la société. C'est ce qu'il va le faire. Et puis ensuite, il va partir. Il va prendre le large avec un malin plaisir à faire le mur et en s'attaquant autant à celui qui sépare Israël de la Palestine en 2007 que le dernier construit par Donald Trump entre le Mexique et les États-Unis. La démarche est similaire. Tendre la main à celui qui nous effraie, à celui qui est différent pour chercher le dénominateur commun, l'humanité. Alors ça peut paraître cliché comme ça pour le photographe, mais c'est bien le sens de son combat artistique. Une mission qu'il a menée plus que jamais cette année aux États-Unis. Des tapis rouges hollywoodiens avec son film, Visage Village, co-réalisé avec sa complice Agnès Varda, c'était traversée de la ruralité française, jusqu'à son autre projet, I O Vote, où il encourage la jeunesse américaine à s'engager politiquement. Vous vous rappelez, c'était un portrait contre une inscription sur les listes électorales pour les élections de mi-mandat. Il y a quelques semaines, il a réalisé une magnifique fresque pour la une du Time, un numéro spécial du Time Magazine consacré aux armes à feu et comment essayer d'en limiter l'accès. Vous le voyez, plus de 245 personnages, des victimes, anciens combattants, en passant par les médecins, qui s'expriment, filmés, donc photographiés par JR. Donc vous le voyez, dans tout son parcours, les combats changent, mais son arme reste la même, l'appareil photo de ses 17 ans. Une conscience mondiale. Merci de nous avoir rappelé tout ça. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël, bien sûr. Végétarien ou pas, mais joyeux Noël à tous. 28 minutes, ce hors-série est terminé. À suivre sur Arte Chérie, Marlon Brando, joyeux Noël dans Sayonara de Joshua Logan, une romance sur fond de guerre de Corée récompensée par 4 Oscars en 58. On se quitte avec un clin d'œil à notre invité Claire Nouvian qui a reçu le prix Goldman 2018, une sorte de prix Nobel de l'écologie. Voici Jean-Jacques Goldman et son tube. Elle attend que le monde change. Joyeux Noël. À mercredi avec Alain Juppé, un autre tube.